Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. J'aimerais juste revenir du coup un petit peu au début de ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait de la place de l'écologie dans les médias. Ouais. J'aimerais qu'on reprenne un peu les bases, c'est-à-dire en gros, est-ce que tu as des données chiffrées sur la quantité d'informations qui sont sur ces sujets-là versus sur les présidentielles? En fait, quelle est la part des sujets liés à la transition écologique et à la justice sociale? Puisque du coup, notamment depuis le dernier, ce rapport du GIEC de lundi, on sait que c'est ultra lié et dans beaucoup de régions du monde, ça va être ultra important de gérer cette justice sociale. Quelle est la part du coup des infos qui sont dédiées à ces problématiques-là et comment est-ce qu'on fait pour l'augmenter via YouMatter ou via des médias plus mainstream? Alors nous, le constat qu'on a fait quand on a décidé de se lancer dans ce monde un peu des médias, c'est que effectivement la part de l'écologie, de la transition écologique et sociale dans les médias, elle était assez limitée. Elle était limitée en quantité, elle était limitée en qualité. C'est un exercice que j'aimais bien faire quand je suis rentré chez YouMatter. En 2015, c'était l'année de la COP 21, Ouais. qui avait eu lieu en décembre. Et donc, c'était normalement un sujet qui aurait dû occuper la une des médias pendant de longs mois et être un peu prédominante, parce que c'est quand même l'avenir de nos sociétés qui est en jeu quand on parle de réchauffement climatique. Et c'était l'accord qui était censé structurer notre action pour les 30 prochaines années qui sont vraiment ultra décisives en matière de réchauffement climatique. Et à l'époque, quand on regardait sur la plupart des grands médias, sans en citer en particulier, c'était le cas de tout le monde, il y avait plus d'articles en 2015 qui traitaient de Johnny Hallyday ou de Cyril Hanouna que du réchauffement climatique. Il suffit d'aller voir dans leurs archives et puis de taper un mot-clé. T'as le nombre d'articles qui a été publié sur les différents mots-clés. Et il y avait plus d'articles qui contenaient les mots-clés de Johnny Hallyday que réchauffement climatique, par exemple. Donc ça, c'est un truc qui nous a tout de suite fait tilt, c'est qu'on s'est dit non mais c'est très cool, Johnny Hallyday, il fait des super chansons, c'est une figure, et voilà, il est hyper important pour plein de gens, mais est-ce que vraiment il est plus important que le réchauffement climatique, tu vois? Et là, on se dit, en fait, je pense pas. Et nous, en tant que médias, ce qu'on a envie de faire, c'est de remettre les sujets importants sur le devant de la scène. Et les sujets importants, pour nous qui sommes un média un peu engagés, on a envie de défendre certaines valeurs: écologie, justice sociale, solidarité, épanouissement et respect de chacun et du vivant. Réchauffement climatique, ça paraît un sujet plus important, voilà, qu'une icône de la pop culture. Et t'as refait l'exo pour la COP26 ou pas? J'ai pas refait l'exercice parce que en fait, déjà, c'est marrant de le faire une fois, mais quand tu commences à le faire 2-3 fois, tu te dis que t'es un peu en train de te regarder le nombril et de te dire que t'es mieux que tout le monde parce que toi, tu parles de réchauffement climatique et pas de Cyril Hanouna et que c'est pas l'objectif. En vrai, ce qu'on constate, et c'est indéniable, c'est que cette part de l'écologie dans les médias, elle a quand même vraiment augmenté ces dernières années. Mais il y a maintenant des mecs qui font vraiment un super travail, des mecs et des meufs, il y a aucune discrimination là-dedans. Il y a des gens qui font un travail formidable sur l'écologie dans les grands médias. Il y a même des médias qui se sont lancés dans des sections, des newsletters dédiées aux questions écologiques et sociales et qui font vraiment un super travail. D'ailleurs, c'est à se demander comment ils arrivent à prendre le temps parfois de creuser les articles suffisamment bien pour que ce soit vraiment bien sur le fond, alors qu'ils sont dans des grands médias où justement on a toutes les injonctions dont on a parlé tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que ça augmente. Après, on est toujours déçu en fait, parce que quand tu lis un article sur un grand média sur le réchauffement climatique et que sur le côté, tu as une pub pour le dernier SUV ou pour la dernière campagne de vol low cost pour l'autre bout du monde, tu te dis qu'il y a un genre d'incohérence et tu te dis que surtout que proportionnellement à tout le reste de l'info que ces médias débitent au quotidien, ça devrait représenter plus et qu'on devrait passer plus de temps à parler justice sociale, à parler transformation de nos modèles éducatifs, à parler plus de comment est-ce qu'on fait émerger une politique de santé publique qui permette de faire plus de prévention, qui permette qui soit meilleure. Ça devrait prendre plus de place par rapport à la petite phrase de tel candidat à la présidentielle, par rapport au doigt d'honneur de tel candidat à la présidentielle, ou tous les autres sujets dont on parle en boucle et en boucle et en boucle dans les médias au quotidien.
Après, comme je disais, hein, toutes ces informations-là, elles sont importantes et heureusement qu'on les a. Mais il y a un moment où nous, on se dit qu'il faudrait voilà, rééquilibrer un petit peu les choses. Et le travail de médias comme You Matter et comme plein d'autres qui commencent à émerger sur ces différents sujets, c'est de se dire, nous, en fait, on se focalise là-dessus. On va pas traiter du doigt d'honneur de machin ou de machine. On va juste traiter des sujets que nous, on juge importants. Et voilà, on prend le temps de les creuser vraiment. Alors après, est-ce que c'est un modèle pérenne? Est-ce que c'est un modèle qui va permettre de faire basculer le monde de l'information dans une nouvelle réalité où on parlerait tout de suite plus des vrais sujets, etc. Je peux pas répondre à la question. Nous, on espère qu'on va y contribuer, mais on changera pas le monde de A à Z en 2 jours. Donc voilà, faut aussi être un peu humble sur ces sujets-là. Donc nous, on fait notre petit travail, entre guillemets. Je dis petit entre guillemets parce qu'on a une échelle qui n'est pas celle d'un grand média. On fait 700 000 visiteurs tous les mois à peu près. On est très loin des millions de visiteurs qui peuvent visiter chaque jour un site comme Le Monde, Le Figaro, Libé. Et voilà, on espère que les gens qui nous lisent, ils en tirent quelque chose et que potentiellement demain on touchera un peu plus de monde et qu'on arrivera à garder cette cohérence-là en ayant un peu plus de monde qui nous suit. Et voilà, faire un petit peu ça à notre rythme, sachant que voilà, on dit toujours qu'il faut agir à notre rythme, mais on n'a pas non plus 50 000 ans pour agir sur ces problématiques-là. Donc ce serait quand même bien que ça aille un peu plus vite. Ce serait bien que les médias accordent plus de place à ces sujets-là. Après, j'ai pas la solution miracle pour leur dire comment faire et je me permettrai pas de leur donner des leçons, mais voilà, nous, on essaie de faire notre travail dans notre coin et on espère que ça va contribuer. Ok, j'aimerais qu'on parte sur un nouveau sujet. Ouais. On a beaucoup parlé de désinformation, notamment avec la guerre en Ukraine, où il y a beaucoup de gens qui réalisent que en fait, ça devient une guerre de l'information ou de la désinformation. Mhm. On le voit quand même beaucoup aussi avec les sujets environnementaux. Le greenwashing, finalement, c'est de la désinformation. Et en fait, on voit de plus en plus que la façon de présenter l'info change tout. On a des infos qui vont vanter l'énergie des titres un peu racoleurs qui vont vanter l'énergie de demain en disant ça y est, la fusion nucléaire est à notre porte, l'énergie limitée, qui peuvent être des points d'attention où en fait on se dit c'est bon, en fait c'est terminé, on a réussi, et du coup on baisse les bras en se disant ça y est, ouf, on s'en est sorti. Mhm. Comment est-ce qu'on fait du coup? Quels sont les dangers de ça? Et en même temps, est-ce qu'il faut tomber dans ces penchants-là pour toucher plus de monde et pour réussir à faire venir les gens lire des articles plus complets sur ces sujets? Ah bah, c'est sûr que titrer un article sur la fusion nucléaire ou l'hydrogène vert, ça va résoudre tous nos problèmes ou c'est le grand espoir pour la crise climatique. Mais juste ça, en fait, juste le meilleur espoir pour, en fait, ça, même si fondamentalement l'article dit c'est pas encore validé, c'est pour dans 30 ans, en fait, juste le titre, la plupart des gens lisent, d'ailleurs ne lisent que les titres. Ouais. Juste ça, en fait, ça met ça endort, quoi. Ouais, bah c'est sûr que ce que j'allais dire, c'est sûr qu'un titre comme ça va à la fois attirer plus de gens vers le sujet et à la fois c'est à mon avis assez dommage de traiter les sujets comme ça parce que quelque part ça démobilise. On va prendre un exemple puisqu'on est sur l'énergie, celui de l'hydrogène. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Tout le monde dit l'hydrogène vert c'est la solution pour demain et on entend plein de gens dire la solution c'est pas la voiture électrique, c'est la voiture à hydrogène parce que ça rejette que de l'eau. Effectivement, on a entendu ça dans pas mal de médias. En fait, le premier problème, c'est que c'est pas de la mauvaise volonté de la part des médias qui relaient ça, c'est juste une méconnaissance du sujet parce que c'est un sujet compliqué. Mais l'hydrogène, non, ça n'a pas zéro impact, ça n'a pas zéro émission. Il n'y a aucune technologie qui a zéro impact, zéro émission. L'hydrogène, c'est comme tout en fait. Il faut le produire. Il faut produire des électrolyseurs qui vont permettre de le produire cet hydrogène. Donc pour construire tout ça, il va falloir aller chercher de l'iridium, du tantal, des matériaux rares. Pour faire ça, il va falloir utiliser des machines qui vont détruire des écosystèmes, qui vont polluer. Une fois qu'on a ces électrolyseurs, il faut les alimenter en énergie pour fabriquer de l'hydrogène. Pour fabriquer de l'hydrogène, en gros, on prend de l'eau, H2O, on utilise un courant, enfin on fait passer un courant électrique dans cette eau et puis avec une anode et une cathode, on sépare les molécules d'hydrogène, H2, et les molécules d'oxygène, O. Et donc on récupère l'H2 hydrogène qui va ensuite nous servir de ce qu'on appelle un vecteur énergétique qu'on va pouvoir après mettre dans des piles à combustible pour faire avancer des voitures ou dans des procédés industriels pour produire de la chaleur ou autre chose. Tout ce procédé-là, tous ces procédés, toute cette énergie qu'on va mettre pour fabriquer cet hydrogène, pour casser ces molécules, c'est de l'énergie qu'il faut aussi produire.
elle tombe pas du ciel, l'électricité qu'on va mettre dans notre électrolyseur. Et donc, si on produit l'électricité avec de l'énergie bas carbone, du nucléaire, du renouvelable, on va pas émettre beaucoup de CO2, mais on va quand même avoir des impacts environnementaux. Donc déchets radioactifs, matériaux qu'on va utiliser pour les énergies renouvelables. Et à chaque étape de cette production d'hydrogène, on va perdre un peu de cette énergie. On dit que le rendement de la production d'hydrogène n'est pas terrible. Donc en fait, quand on met tout bout à bout, on se rend compte qu'en fait, faire fonctionner une voiture ou un procédé industriel avec de l'hydrogène, ça a des conséquences environnementales et qui sont conséquentes. Et parfois, elles sont même plus conséquentes que d'autres solutions qu'on a déjà. Par exemple, aujourd'hui, une voiture électrique, quand on en fait le bilan environnemental de la production, du début de sa production, y compris la batterie, jusqu'à la fin de vie de la voiture, donc le recyclage, ou la mise à la benne, aux déchets, on se rend compte que cette voiture électrique-là, elle va polluer moins qu'une voiture à hydrogène avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Mais ça, en fait, le journaliste qui parle d'hydrogène dans son média, bah, il le sait pas la plupart du temps, parce que c'est pas un journaliste scientifique, parce qu'on lui a demandé de pondre un sujet en moins de 2 jours sur un sujet qu'il connaissait pas, et que du coup, il a fait quoi? Il a appelé le premier mec qu'il a trouvé en tapant hydrogène vert sur Google, et que souvent, c'est un mec qui connaît pas tellement bien le sujet, ou qui lui a donné une interview par téléphone en 30 minutes et qu'il a pas eu le temps de tout aborder, parce qu'il va taper sur Google des mots-clés pour trouver de l'info, et qu'il va pas forcément trouver la bonne info, parce que celle qui arrive en premier sur Google, c'est pas toujours la bonne. Et donc voilà, c'est pas la mauvaise volonté, mais c'est on va avoir tendance à traiter le sujet de façon partielle. Ouais, après, là, tu es en train de dire juste que les journalistes se renseignent exactement de la même façon que nous quand ils essayent d'écrire quelque chose, quoi. Bah non, ils ont plus de techniques que nous, ils connaissent mieux les rouages de l'information, ils sont ils sont même beaucoup plus aptes à distinguer une vraie d'une fausse information, ils ont aussi des réseaux pour trouver des personnes qui peuvent leur donner de l'info. Mais oui, grosso modo, un journaliste, quand ça commence une enquête, ça fait un peu comme n'importe qui chercherait une info, c'est-à-dire que ça va d'abord regarder là où c'est le plus évident, et souvent c'est les moteurs de recherche. Ensuite, ça va essayer de trouver un expert pour te donner plus d'informations sur le sujet, mais ça pose la question de comment tu sélectionnes ton expert. Est-ce que c'est vraiment un expert? Comment tu sais que c'est un expert? Donc voilà, il y a plein de questions. Et sur des sujets sensibles comme ça, en plus, les fameux experts qu'on trouve sont des gens qui sont biaisés. Bah déjà, ils peuvent être biaisés s'ils ont éventuellement des relations avec des gens qui ont des intérêts à vendre telle ou telle technologie. Et en plus, on est sur un sujet où les technologies, elles évoluent très vite, où la connaissance scientifique, elle n'est pas tout à fait établie, où il y a beaucoup d'incertitudes. Donc voilà, souvent, dans le journalisme, on a tendance à vouloir donner des informations très claires, très vite. Et la science, elle n'est pas capable toujours de donner des informations très claires, très vite. Donc quand on est confronté à cette situation où on a de l'incertitude, on va avoir tendance à faire confiance à celui qui te donne le message qui est le plus clair, et c'est pas toujours celui qui donne le message le plus exact. Et ensuite, il y a un deuxième biais qui arrive, c'est que toi, quand tu es journaliste et que tu te dis je vais écrire un article sur un sujet technologique comme l'hydrogène ou la fusion, alors si tu es un bon journaliste, tu vas faire l'effort de mettre à ton article un titre qui est assez nuancé, qui correspond à toute l'information que tu as accumulée dans ton process de recherche. Mais si t'as pas trop de conscience professionnelle, ou si ton boss t'impose d'avoir des exigences d'audience très élevées, ou que tu es dans un média qui se soucie peu de la fiabilité de ce qui diffuse, tu vas avoir tendance à foutre un titre qui va attirer le plus de gens possible. Et un titre comme l'hydrogène vert, la solution miracle pour la mobilité de demain, ça amène plus de gens que l'hydrogène vert, en fait c'est compliqué, on sait pas trop, et je peux pas trop vous répondre. Et en gros, c'est ça en fait la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un titre qu'on appelle dans le milieu un peu putaclic, ça attire toujours plus de gens, et ça vaut dans les deux sens, hein. Ce dont on parle, c'est cette espèce d'optimisme technologique, on parle de technosolutionnisme, qui essaye de voir toujours dans les technologies des solutions à tous nos problèmes. Il a son pendant négatif, c'est cette espèce de dépression chronique qu'on peut avoir dans certains médias écolos, qui en fait te disent finalement on est foutu, la situation est catastrophique, on peut rien y faire, aucune technologie ne peut résoudre nos problèmes, aucune solution n'existe. Et ces deux discours, ils sont démobilisateurs. Ils sont démobilisateurs parce que en fait, si t'as l'espoir qu'une technologie va tout sauver, t'as pas de raison en fait de changer ton mode de production, de changer ton modèle de société pour s'adapter à une réalité écologique changeante. Donc en fait, tu continues comme tu fais aujourd'hui en attendant que cette technologie elle arrive, et c'est comme ça que tu te retrouves comme on est aujourd'hui, avec des émissions de CO2 qui continuent à augmenter malgré le fait qu'on développe les énergies renouvelables et compagnie, et finalement pas de vraie solution à ton problème. À l'inverse, si on te dit que tout est foutu, t'as pas non plus tellement de raison de t'en préoccuper. Tu te dis au foutu pour foutu, autant continuer comme on vit, au moins on a une vie agréable, on l'aura le temps qu'on l'aura, et puis les générations futures géreront leurs problèmes comme elles le peuvent, et ça ne nous concernera plus. Et c'est aussi démobilisateur pour une autre raison, qui est que ça crée de la défiance. C'est-à-dire que
quand on se rend compte 5 ou 10 ans après que toute l'info qu'on nous a donnée sur l'hydrogène, en fait, elle n'est pas vraiment exacte et que non, l'hydrogène, c'est pas zéro impact, c'est pas zéro émission et non, ça n'émet pas que de l'eau, eh tu te dis, en fait, on m'a menti tout ce temps-là. Et moi, j'avais confiance et du coup, je me sens un peu lésé. Et c'est ce qui s'est passé avec la voiture électrique, en fait, quand on regarde bien. Pendant des années, on nous a dit la voiture électrique, c'est la solution zéro émission, c'est ce qu'il faut que tout le monde achète une voiture électrique parce que ça va résoudre tous nos problèmes de mobilité, de transport. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que non, derrière la voiture électrique, il y a des matériaux, il y a des batteries, il y a de la production électrique qui est pas toujours verte, qui est pas toujours bas carbone. J'aime pas trop le mot vert parce qu'il y a rien qui est vert. Donc, c'est plutôt bas carbone dans le sens où ça émet moins de CO2 que d'autres sources d'énergie. Donc, la voiture électrique, elle a des avantages. Elle est 2 à 3 fois moins émettrice de CO2 qu'une voiture thermique, mais elle n'est pas parfaite. En France? En France, ouais, parce qu'on a une électricité qui émet peu de CO2. C'est pas valable dans des pays qui produisent leur électricité avec du charbon ou ce genre de source d'électricité, mais en France, c'est 2 à 3 fois moins qu'une voiture thermique. Mais c'est pas zéro impact pour autant. Et en fait, il y a plein de gens aujourd'hui, on leur a tellement vendu que la voiture électrique c'était zéro émission que maintenant ils ont presque plus envie de s'en acheter parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle avait des problèmes et ils se disent mais en fait c'est du greenwashing cette histoire de voiture électrique, c'est des conneries et donc je vais pas m'en acheter. Alors personne dit qu'il faut que tout le monde s'achète une voiture électrique. Ce serait d'ailleurs une catastrophe écologique si toutes les voitures thermiques étaient remplacées par des voitures électriques. Mais ça peut contribuer à la transition vers une mobilité plus durable. Et pour ceux qui ne peuvent pas se passer de voiture, c'est une solution qui permet de baisser son empreinte carbone. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé à une situation où les gens sont démobilisés et n'ont plus confiance, juste parce qu'on leur a présenté une information qui à l'origine n'était pas exacte, pas vérifiée et pas assez nuancée. Et ça, on le retrouve dans toutes les situations de la vie sociale. S'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont méfiants vis-à-vis des vaccins ou de plein d'autres sujets en lien avec la médecine ou avec les sciences en général, c'est aussi parce que dans les médias, on a souvent travesti la parole scientifique en lui faisant dire un petit peu n'importe quoi, et aussi parce que parfois les scientifiques, le discours scientifique est quelque part on va dire corrompu, même si c'est un mot un peu fort, par soit des intérêts économiques, soit la volonté de mettre en lumière sa découverte comme étant quelque chose de très significatif. En principe, le discours scientifique, il est censé rester, il est censé prendre de la hauteur. Et on est toujours tenté en fait de revenir, de redescendre, de plus prendre cette hauteur quand on transforme le discours scientifique dans les médias et quand on en parle au quotidien. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué de parler de science et que nous, en tant que médias, qui nous sommes donnés comme objectif de faire reposer tous nos articles sur la science, on lutte un petit peu au quotidien pour savoir comment bien en parler. Et c'est une problématique qu'on se pose tous les jours. Ok, super clair, j'adore. J'avais une question encore sur les effets de bulle. Ouais. On en parle beaucoup pour les médias, compliqué de sortir de la bulle, donc des gens qui sont déjà convaincus. En fait, parmi les 700 000 visiteurs du site de YouMatter tous les mois, combien sont là en fait alors qu'ils sont déjà au courant, entre guillemets, qu'ils sont déjà en train de faire des efforts, et combien le sont pour la première fois en se disant bah, je suis curieux mais ça m'intéresse moins. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre avec ces médias-là des gens en fait qui n'ont pas du tout en tête ces problématiques? Et ça, c'est aussi une question qu'on se pose tous les jours dans nos métiers, c'est que effectivement, nous on est un média, on aime bien se définir comme un média engagé, c'est-à-dire qu'on est engagé dans le sens où on défend des valeurs. J'ai déjà dit un petit peu, hein, mais justice sociale, protection du vivant et respect de chacun. Voilà, toutes ces valeurs-là, on a envie de les défendre et donc c'est tentant d'adopter, quand on est un peu engagé, un discours un petit peu militant où on va s'adresser aux gens en fait qui pensent déjà comme nous en fait. C'est-à-dire on peut être tenté d'être un peu dans l'invective et de dire ceux qui pensent pas comme nous ils ont tort, ils sont ridicules, leurs positions sont absurdes. Ça nous permettrait, si on faisait ça, de parler à notre communauté, ceux qui pensent comme nous, ceux qui se disent mais oui c'est vrai que ce système qui respecte pas la planète il est absurde, c'est vrai que ce système qui est fondé sur des inégalités massives il est absurde, et tous ceux qui pensent pas comme nous finalement ils sont idiots. Ça, c'est ce que font pas mal de médias qui sont engagés. C'est-à-dire qu'ils ont un discours qui est assez militant. Et le discours militant, il t'oblige parfois à adopter des positions qui sont un petit peu caricaturales, où tu es obligé de choisir un camp. C'est un truc qu'on a très fréquemment, par exemple, sur les sujets écologiques, entre nucléaire et renouvelable. Si tu es un média un petit peu engagé sur les sujets écologiques, tu es un petit peu obligé d'être anti-nucléaire par principe. Parce que ton auditoire, il est un peu anti-nucléaire.
Moi, je sais pas aujourd'hui dire si je suis pro ou si je suis anti-nucléaire. Je sais dire que le nucléaire, il a des avantages, il est bas carbone. Je sais dire qu'il est pilotable. Je sais dire qu'il a des inconvénients de sécurité, de déchets, mais je sais pas dire si je suis pour ou si je suis contre. Et c'est la même chose pour les énergies renouvelables. Elles ont des avantages aussi, bas carbone aussi, plus résilientes. Mais elles ont aussi des inconvénients, déchets, etc. Si je voulais parler vraiment aux gens qui pensent comme moi, je pourrais adopter un discours très caricatural d'une position ou de l'autre, hein, d'ailleurs, pour être sûr que les gens qui pensent ça, ils vont me suivre. Et, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'aliène un petit peu parce que justement, on n'arrive plus à parler aux gens qui pensent pas comme nous. Et c'est ça qui est compliqué quand on est un média engagé, c'est justement ce que tu disais, de sortir de la bulle et de s'adresser à des gens qui sont pas déjà convaincus par avance de ce qu'on est en train de dire. Et je sais pas encore exactement quelle est la solution miracle pour toucher ces gens. Parce que, encore une fois, je pense qu'avoir une position nuancée sur les différents sujets et essayer d'être le moins caricatural possible, le plus objectif, ne pas prendre les gens pour des idiots et ne pas leur dire votre position elle est stupide, mais peut-être que vous auriez intérêt à la réinterroger un peu pour telle et telle raison. Je pense que c'est déjà une manière en fait de s'adresser à l'intelligence des gens et donc de leur donner envie de te lire. Ça, c'est une première chose. Mais ça résout pas le problème qui est que si tu t'intéresses pas du tout à l'écologie, voir un article passer sur ton feed qui te parle de réchauffement climatique ou d'écologie, même s'il est nuancé, même s'il a envie de parler à ton intelligence, tu vas pas forcément cliquer si ça t'intéresse pas. Donc c'est peut-être avec les formats qu'on arrive à toucher des gens qu'on touche pas habituellement. Moi, ce que j'ai constaté ces dernières années, c'est que les gens qui commencent à s'intéresser à l'écologie, souvent c'est grâce à des influenceurs, grâce à des youtubeurs qui vont utiliser des formats très différents de ce que fait la presse traditionnelle écrite. Beaucoup de petits formats de vidéos assez courtes te permettent en fait de commencer à t'intéresser à un sujet par un sujet qui souvent est un petit peu polémique. Alors tu vois, ces dernières années, on a eu pas mal de sujets comme ça assez emblématiques sur je sais pas, les incendies en Amazonie ou en Australie. C'est des choses qui nous parlent parce qu'en fait visuellement on voit ces incendies, on voit ces forêts détruites, on voit ces écosystèmes bouleversés, ces animaux en danger, et on t'explique d'où ça vient en 2-3 minutes. Alors évidemment c'est partiel. Tu n'auras pas toute l'info liée au réchauffement climatique, ni même aux incendies liés au réchauffement climatique, ni même aux incendies de forêt tropicale en regardant une vidéo de 3 minutes, mais ça te permet de rentrer dans le sujet. Et je pense qu'une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage de t'intéresser à ça, tu vas aller progressivement lire des contenus de plus en plus précis, de plus en plus longs, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure. Après, pour toucher des gens qui sont pas du tout intéressés par ces sujets-là, au-delà du format, au-delà de faire des efforts pour s'adresser à leur intelligence, au-delà de faire des efforts pour être le plus nuancé possible, bah il y a aussi malheureusement des choses qui sont pas dans notre contrôle direct qui entrent en jeu. Et là, on va parler d'algorithmes. Moi, je sais que sur mes feeds de mes réseaux sociaux, ce que je vois, c'est ce à quoi je m'intéresse parce que c'est ce que les réseaux sociaux m'envoient. Et si voilà, les gens qui sont intéressés par l'écologie, souvent ils vont avoir des articles des médias un peu écolos qui vont remonter parce que leurs potes ils lisent la même chose, parce que eux ils cliquent sur toujours les mêmes articles. Donc ça, c'est très difficile d'aller contre ça parce qu'on n'en a pas le contrôle. C'est Facebook qui décide, c'est Google qui décide ce qui remonte dans tes suggestions de recherche. Et donc, je pense qu'il y a un rôle de ces plateformes-là, sur ces sujets-là, de faire remonter les informations. Je sais pas comment on peut entre guillemets, les contraindre à faire remonter plus les informations importantes sur les sujets écologiques et sociaux, mais je pense qu'en tout cas, c'est assez malsain que des entreprises comme ça, sur lesquelles on n'a aucun contrôle en tant que citoyen, puissent décider de l'information qu'on reçoit tous au quotidien dans nos vies. Et donc, je pense qu'il y a une vraie question démocratique à creuser derrière ça, de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour que ces puissances, en fait, parce que c'est vraiment des pouvoirs, c'est des contre-pouvoirs, même au sens littéral du terme, ces entreprises-là. Comment on fait pour que ces contre-pouvoirs-là, en fait, ils soient à notre service plutôt que de décider tout seul dans leur conseil d'administration que ils vont nous donner toujours les mêmes infos, etc. Je sais pas comment on peut le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus sur comment on peut encadrer les GAFAM, comment on peut faire en sorte qu'ils contribuent plus à la démocratisation de l'information, comment ils peuvent contribuer aussi à limiter la propagation des fake news. Honnêtement, c'est hors de mon champ de compétences de savoir comment le faire, à la fois techniquement et aussi moralement, sur le plan éthique, sur le plan politique. Mais je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être vraiment plus creusé et que, par exemple, là, on a parlé de la place de l'écologie dans les médias. Ce sujet devrait aussi avoir une place prépondérante dans les médias et dans les campagnes électorales, puisqu'on est en plein dedans. Et je pense qu'on devrait parler de ça autant qu'on parle de plein d'autres sujets économiques, commerciaux, techniques, institutionnelle, etc., dans une campagne présidentielle. Ouais, j'ai pas de recette miracle pour toucher les gens qui ne s'intéressent pas à l'écologie, mais en tout cas, on essaye, nous, avec ces principes-là, avoir une information nuancée, ne pas caricaturer, invectiver, ne pas
ne pas être dans un discours trop militant, être capable aussi de nous remettre en cause parce que parfois on dit des choses qui sont erronées, on s'en rend compte a posteriori et ça je pense qu'être capable de le dire, de dire on s'est trompé là-dessus, on a écrit un article il y a 3-4 ans et maintenant il est faux parce que l'information a changé ou maintenant il est faux parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des informations qu'on n'avait pas. Je pense que ça aussi, ça incite les gens à avoir confiance et peut-être à te lire même si à la base ils sont pas convaincus. Je pense que les formats jouent aussi. Et voilà, il y a cette question des algorithmes derrière qui est importante. Ouais, j'aime beaucoup ton idée des formats. Et d'ailleurs, je crois que LinkedIn a lancé un programme qui est comme ça. Ils ont lancé un programme LinkedIn Changemakers. Arthur Obeuf en fait partie, notamment sur la partie écologie et féminisme et empowerment des femmes dans les startups. Et du coup, effectivement, ouais, ça résonne beaucoup avec ce que tu disais. Alors, je pense beaucoup aussi à des plateformes comme TikTok qui ont, auprès des jeunes notamment, une influence monumentale. Et il y aurait des trucs incroyables à faire avec ça. Ouais. Ah, c'est sûr, ouais. Bah, s'il y a des auditeurs qui veulent aider The Big Shift à se mettre sur TikTok et lancer la version podcast sur cette plateforme ou même peut-être pour You Matter. C'est vrai que nous, on est assez mauvais là-dessus. Enfin, en fait, c'est un petit peu ma faute. C'est que moi, je crois beaucoup au contenu long et détaillé. Et, on a besoin des deux. Et comme on a besoin des deux, moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui puisse me pousser un peu qui puisse pousser You Matter et toute notre équipe là, sur ces formats-là. Et le challenge, c'est toujours comment est-ce qu'on fait pour trouver ces formats qui vont attirer le regard du lecteur et lui donner envie de s'intéresser. Donc, travailler la forme sans sacrifier le fond. Et ça, c'est un de nos enjeux. C'est un des principaux enjeux, je pense, des médias aujourd'hui et surtout de médias comme You Matter. Donc, ouais, effectivement, nous, on est preneurs aussi de retour d'auditeurs, savoir ce qui vous intéresse comme format pour savoir vers quoi vous voulez qu'on aille. On est, en fait, comme je disais, pour nous, l'information, c'est une mission d'intérêt général, donc on est aussi au service des gens et de ce qu'ils ont envie de lire. Et voilà, donc c'est ça, effectivement, ouais. Tous ces formats, toutes ces innovations, tous ces canaux nouveaux, on est assez preneurs de voir comment on peut se mettre là-dessus sans compromettre ce qu'on a envie de faire en termes de qualité éditoriale. Donc ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu peux me parler de ton dernier article ? Comment est-ce que tu l'as monté ? Sur quel sujet ? Pourquoi tu as choisi ce sujet ? Et comment est-ce que tu l'as écrit ? Ouais. Bah en fait, ça tombe assez bien. Enfin, c'est un assez heureux hasard parce que j'en ai un peu parlé précédemment, là, pendant qu'on discutait. C'est sur le sujet du nucléaire et du renouvelable, justement. D'accord, ok. Et ça va me permettre de clarifier un petit peu ce que je voulais dire quand je disais que parfois, construire une information de qualité, c'est aussi aller au-delà des positions idéologiques et des clivages et des positions qui sont parfois caricaturales. Donc le sujet de mon article, c'est nucléaire ou renouvelable. Et si au fond tout ça c'était un faux débat, qu'on s'en foutait un peu de savoir comment on va produire notre électricité demain et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se poser la question de savoir pourquoi on va produire de l'électricité demain, c'est-à-dire pour quels besoins et au fond quel modèle de société on a envie d'alimenter en électricité demain. En fait, l'idée de cet article, c'est de dire que dans les débats publics, quand on parle de la transition énergétique, on a tendance à parler que de nucléaire et de renouvelable. Est-ce qu'il faut fermer des centrales nucléaires ? Est-ce qu'il faut construire des EPR ? Est-ce qu'il faut tout miser sur le renouvelable ou pas ? Est-ce que c'est possible techniquement ? Qu'est-ce qui est moins cher ? Qu'est-ce qui est plus écolo pour telle et telle raison ? Et en fait, tout ce débat, il occulte une question qui est bien plus profonde, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de produire de l'électricité ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des espaces publics qui sont envahis d'écrans de pubs ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 40 millions de véhicules électriques qui circulent tous les jours sur nos routes ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des modèles de société où on a moins besoin d'énergie ? Est-ce que c'est pas finalement ça la vraie question au cœur de la transition énergétique, de savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir besoin de moins d'électricité ? Et donc, on essaie d'analyser le débat autour de cette question-là et de montrer qu'en fait, sur le plan écologique ou sur le plan économique ou sur le plan social, ça n'a pas tellement d'importance de savoir si on va produire nos térawattheures d'électricité avec 70% de nucléaire et 20% de renouvelable comme aujourd'hui, et puis un peu de thermique parce qu'on en a encore un peu. Ou si on va miser sur du 80% renouvelable ou du 100% renouvelable ou du 20% nucléaire. En fait, ça n'a pas tellement d'importance parce que ce qui va vraiment déterminer les impacts environnementaux de tout ça, c'est quelle quantité d'électricité on va produire. Si on doit produire 500 TWh comme aujourd'hui, bah, ça pose des contraintes qui sont différentes que si on doit produire 700, 800 TWh d'électricité ou si on doit en produire 300. Et en fait, ce qu'on voit dans la littérature scientifique aujourd'hui, c'est que tous les modèles de projection sur les prochaines décennies
qui essaient d'élaborer des scénarios pour définir ce qu'est une société écologique, disent qu'une société écologique devrait être plus sobre en énergie, c'est-à-dire qu'elle devra consommer moins d'énergie. Et, euh, et si on consomme moins d'énergie, on a moins besoin de se poser la question de par quoi on remplace les centrales nucléaires qu'on va fermer parce qu'elles sont vieillissantes. Parce qu'en fait, il suffira juste de les fermer. Vu qu'on consommera moins d'énergie, on n'aura pas besoin de produire autant d'énergie que ce qu'on en produit aujourd'hui. Mais sauf que produire moins d'énergie, ça implique de se poser des questions vraiment profondes sur quel mode de société on veut. Et donc, voilà, est-ce qu'on veut une société qui soit toujours comme aujourd'hui basée sur l'hyperconsommation et l'omniprésence technologique, où on a voilà, des écrans partout, des objets connectés partout dans nos maisons, du streaming à longueur de journée partout dans nos vies, ou est-ce qu'on veut des sociétés où éventuellement on sait qu'on consommera moins d'énergie, mais on aura peut-être plus de temps pour faire d'autres choses qui ne nécessitent pas d'énergie, pour tisser des liens sociaux, ou voilà. Est-ce qu'on veut des sociétés où on a besoin tous les jours de prendre sa voiture pour le moindre déplacement, ou est-ce qu'on veut des sociétés où on a peut-être besoin d'un peu moins se déplacer, peut-être parce que nos commerces ils sont plus proches de nos logements, parce que nos lieux de travail ils sont plus proches de nos logements aussi, parce que on a d'autres moyens de se déplacer, le vélo, la marche, les transports en commun. Donc tout ça, c'est des questions de société qui sont profondes en fait et qui nous engagent beaucoup plus pour l'avenir que de savoir simplement si on va miser sur un peu plus de nucléaire ou un peu moins de nucléaire, et un peu plus de renouvelables et un peu moins de renouvelables. Donc pour faire ça, pour creuser sur ces sujets-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder les scénarios de prospective qui sont faits par les agences qui sont les plus expertes de ces sujets-là. En l'occurrence, c'est RTE, le réseau de transport. RTE 2050 voilà, qui est sorti récemment. Ouais, le rapport sur les futurs énergétiques de la France en 2050 qui est publié par RTE, donc Réseau de transport d'électricité, qui est l'organisme public en charge de la gestion du réseau électrique français. On allait regarder les scénarios qui sont publiés par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui fait aussi des projections sur les différents types de sociétés qu'on pourrait envisager pour 2050. C'est parfois des sociétés sobres en énergie, parfois non, et faudra faire des choix. On allait regarder les projections qui sont faites par des associations comme Negawatt, comme le Shift Project, toutes ces agences qui en fait essayent de faire un travail pour envisager ce que sera la société de demain en fonction des différents choix qui s'offrent à nous. Et voilà, on discute de ça et on montre qu'en fait, le vrai débat c'est ça, c'est quelle société on veut, c'est pourquoi on veut produire de l'électricité et en quelle quantité, et pas comment on va la produire. Parce que se poser 100 fois la question de est-ce qu'on veut du nucléaire ou du renouvelable, ou quel système énergétique on veut, sans se poser la question du modèle de société, c'est un peu comme si on se disait j'ai envie d'acheter une boîte à outils, mais je sais pas quel genre de travaux j'ai envie de faire avec. En fait, c'est les travaux qui vont déterminer les outils dont tu as besoin. Si tu as besoin de scier des planches, tu as besoin d'une scie. Et si tu n'as pas besoin de scier des planches, tu n'as pas besoin de scie. Et si tu as besoin de produire des milliards de térawattheures d'électricité, tu as besoin d'énormément de centrales nucléaires ou renouvelables, alors que si tu dois en produire 300 TWh, bah, tu as besoin de beaucoup moins de centrales. Donc tu as beaucoup moins de problèmes à gérer en termes de gestion de ton réseau, d'extraction de minerais, etc. Donc voilà, l'idée c'est de revisiter un peu ce débat qu'on a sur le nucléaire ou le renouvelable en montrant qu'en fait il n'est pas forcément si important que ça, même s'il est important et même s'il y a plein de données qui sont hyper importantes à donner sur ce sujet-là. Montrer qu'il y a d'autres façons de voir le problème et que en fait la politique, la démocratie, c'est ça, c'est aussi se dire c'est quoi vraiment nos problèmes, comment est-ce qu'on peut les régler collectivement ensemble, vers quel mode de société on a envie d'aller, et voilà, se poser ces questions ensemble et pas rester bloqué 50 ans dans les mêmes débats qui en fait avancent pas trop, puisque on a les mêmes débats sur le nucléaire et le renouvelable qu'on avait déjà sous Chirac, hein, c'était déjà les mêmes, et collectivement je pense pas qu'on a envie de passer encore 20 ans à débattre des mêmes sujets. Donc voilà, montrer qu'on peut avancer sur ces problématiques-là en changeant un petit peu le regard et en changeant l'axe sur lequel on aborde les sujets. Ok, bah écoute, moi j'ai envie de terminer sur cette analogie de la caisse à outils, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup Clément, c'était un grand plaisir de t'avoir. Merci à toi, c'était très intéressant de discuter avec toi. Salut. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.